Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 5e speech drawing durant lequel nous allons parler de Alien. Ou plutôt, si l'on veut être précis et tatillon, nous allons parler du xénomorphe, qui est le nom un peu plus scientifique donné à l'extraterrestre de la saga. Alors Alien, dans un premier temps, ce sont des films qui varient du bon au très bon au un peu moins bon. Mais dans tous les cas, cette grande saga débute avec celui-ci, Alien 1, le 8e passager, un film de Ridley Scott qui commence à dater mine de rien de 1979. Et le premier Alien raconte l'histoire d'un vaisseau commercial qui rentre vers la Terre avec à son bord un équipage composé de 7 personnes. Tout roule donc jusqu'au moment où le vaisseau reçoit un signal de détresse venant d'une planète déserte. N'ayant pas le choix, l'équipage se dirige vers le signal, signant ainsi leur arrêt de mort. Car une fois sur place, ils tombent sur ce qui semble être un énorme et très ancien vaisseau qui n'a rien d'humain. Et hélas pour eux, durant l'expédition, l'équipe tombera sur une forme de vie autochtone qui, comme vous vous en doutez, est loin d'être pacifique. Durant ce film, on suit Ellen Ripley, jouée par Sigourney Weaver, qui tente elle aussi d'échapper à l'affreuse créature. Le succès étant au rendez-vous, en 1986 sort Alien 2, Le Retour, un film de James Cameron. Le synopsis du film est le suivant. Après s'être éjectée de la capsule pour échapper à l'alien du premier film, Ellen Ripley est récupérée près de 50 ans plus tard. Bref, Ellen Ripley est ramenée à la civilisation d'où elle apprend que la planète sur laquelle elle et son équipage avaient trouvé l'alien est à présent habitée par des colonies humaines. Colonies qui vont rapidement ne plus donner signe de vie et pour cause, puisque c'est toute une communauté de xénomorphes qui a élu domicile dans les bâtiments. La suite, c'est bien évidemment Alien 3, réalisé en 1992 par David Fincher, excusez-moi du peu. Il raconte comment une prison est infiltrée par un xénomorphe et de quelle manière Hélène et les prisonniers doivent faire face à ce danger. Le 4e opus n'est pas mon préféré. Il s'agit de Alien Résurrection et réalisé en 1997 par Jean-Pierre Jeunet. Il narre cette fois comment le gouvernement recrée des xénomorphes à la chaîne à des fins militaires. Et c'est là la fin des films Alien en solo. Et si je dis en solo, c'est parce qu'on aura encore l'occasion de les voir dans 2 films Alien versus Predator. Le concept est simple, des Predators chassent des xénomorphes. Le premier film est réalisé en 2004. Le second, quant à lui, est réalisé en 2008. Tous deux se passent sur Terre, dans un premier temps en Antarctique, puis dans une gentille banlieue du Colorado. Et pour finir, le xénomorphe fait une très brève apparition dans Prometheus. Un film très controversé par les fans, mais personnellement, je l'aime beaucoup, au vu des différents thèmes et concepts qu'il aborde. En ce qui concerne les adaptations, ce qu'il y a de plus récent, c'est la création du jeu vidéo Alien Isolation. Il se place comme un survival terrifiant. Bon, certes, ce n'est pas le premier jeu vidéo Alien, il y a eu flopé tiré des films, mais personnellement, je n'ai pas le temps de tous vous les citer. Alors la question à laquelle nous allons répondre maintenant, c'est comment naît et évolue un xénomorphe. Commençons par le commencement. En premier, l'alien repose dans un œuf. Certes, assez gros, mais jusque-là, rien de bien inquiétant. Là où ça se corse, c'est quand cet œuf éclot, qu'il en sort ce que l'on appelle un facehugger. Celui-ci n'a qu'un seul objectif, s'agripper au visage d'un hôte afin de déposer un embryon dans le corps de celui-ci. Une fois que l'embryon est bien installé, le facehugger se laisse mourir. Ainsi, son hôte pense s'en être sorti et c'est juste hyper sadique. Car au fond du corps de celui-ci, l'embryon grandit. Et une fois arrivé à maturité, sort en éclatant la cage thoracique de l'intérieur. À partir de ce moment-là, l'alien est ce que l'on appelle un chest buster. Son objectif est alors de se nourrir un maximum et le plus rapidement possible. Et il ne suffit parfois que de quelques heures pour que l'alien puisse atteindre des tailles gigantesques. À partir de ce moment-là seulement, on peut dire qu'il s'agit d'un véritable xénomorphe. Je ne peux pas vous parler du design d'Alien sans vous parler un tant soit peu de son créateur, H.R. Giger. Un homme qui respirait la SF et qui possédait son propre musée. Ce qui est juste méga classe. L'art de Giger est unique et mérite le coup d'œil. D'une manière assez générale, son œuvre repose sur une hybridation entre l'organique et le mécanique. Il y a beaucoup d'ossature dans ses créations, mais le traité est fait de telle manière que les os prennent la forme de mécanismes. Il appelle ça la biomécanique. Et le xénomorphe est l'une de ses créations qui regroupe toutes ses particularités. L'omniprésence de l'ossature est dérangeante. La cage thoracique est à l'extérieur du corps, ce qui donne une impression de malaise. Car on va être honnête, de manière assez générale, les os se trouvent plutôt à l'intérieur du corps.
Pour le design d'Alien, Giger a aussi avoué s'être inspiré d'insectes, ce qui se ressent particulièrement dans la silhouette du xénomorphe. Mais ce qui reste le plus intéressant et le plus énigmatique chez l'alien, c'est la forme de son crâne qui reste, qu'on le veuille ou non, assez phallique. Et pour le coup, c'est pas une analyse foireuse de ma part. Le côté sexuel dans la forme du crâne de l'alien est une volonté de l'auteur. C'est censé faire un rapport avec l'instinct animal, le côté prédateur, enfin bref, toutes ces choses. Et sinon, quand on connaît un peu la fascination qu'avait Giger pour les squelettes et les tranches, on peut aisément penser que la forme très allongée du crâne est aussi une référence au crâne de Paracas, d'anciens crânes allongés artificiellement dès la naissance. Cela rajoute une petite dimension mystique et presque spirituelle à l'alien. À mon sens, si Alien marche si bien, c'est qu'il est la représentation de quelque chose qui nous effraie, une sorte de prédateur ultime. Nous vivons dans une société complètement aseptisée de tout prédateur naturel. Bon ok, nous ferions pas long feu devant un tigre ou un alligator, mais faut pas se mentir, ce genre de confrontation n'est pas quotidienne. En tant qu'espèce au sens large et pas seulement en tant qu'individu, nous sommes les plus gros prédateurs. Et ici, l'alien se place comme un maillon bien plus haut dans la chaîne alimentaire. Le prédateur animal ultime. Un être que même notre technologie n'est pas réellement capable de stopper. Une espèce contre laquelle même un bataillon entier de militaires surentraînés ne peut ressortir victorieux. En revanche, il y a un point intéressant à soulever. Si toute la symbolique d'Alien repose sur le fait de nous remettre à notre place, en nous disant que l'humain n'est pas le plus grand des prédateurs, que l'animal reste supérieur, il est amusant de constater que la seule espèce pour laquelle les xénomorphes sont des proies, ce sont des prédateurs, qui ont eux un comportement que l'on pourrait qualifier d'humain. Donc si vous voulez mon avis d'un point de vue purement symbolique, je pense que Alien vs Predator dénature un peu le propos d'Alien. Mais visuellement, c'est quand même putain de jouissif de voir ces deux icônes de la culture pop s'affronter dans un duel. Voilà, si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à creuser le sujet, lisez des comics, matez des films, jouez à des jeux. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, gros bisous!